Sophrologie et conscience. Comment relier la conscience en sophrologie et la conscience en science? Autrement dit, le titre pourrait s'intituler « La conscience en sophrologie et la conscience en neurosciences ». Ces deux consciences se rejoignent-elles? Donc, comment relier la conscience en sophrologie et la conscience en science? La sophrologie propose d'étudier la conscience et les valeurs de l'existence. Elle considère que les deux pôles de la conscience, le corps et l'esprit, s'influencent mutuellement. Rappelons que, pour simplifier, nous pouvons nous représenter l'esprit comme étant tout ce qui se dégage de l'expression du corps en lien avec le système nerveux. La pensée, par exemple, est une expression du fonctionnement du cerveau. Une sensation de bien-être également, à la vue d'une image agréable, conséquence d'un lien entre les yeux et le cerveau. Ou bien à l'écoute d'une mélodie, conséquence d'un lien entre l'oreille et le cerveau. Et combien d'autres exemples encore? Par conséquent, c'est bien le corps qui crée l'esprit qui lui-même, à son tour, est capable d'influencer le corps. Le cerveau, à lui tout seul, intègre les informations, d'où qu'elles viennent. Nous sommes donc bien dans l'idée que notre conscience est capable de se représenter le lien qui existe entre le corps et l'esprit, autrement dit, que le corps et l'esprit s'influencent mutuellement. Mais comprenons bien aussi que la conscience est elle-même une expression du fonctionnement du système nerveux et que donc elle représenterait une certaine facette de l'esprit. Ainsi, la sophrologie nous aide à mieux harmoniser les liens entre le corps, l'esprit et la conscience afin que les valeurs fondamentales puissent s'exprimer au mieux, de manière positive, à chaque instant de notre existence. Cependant, n'oublions pas que le négatif existe, qu'il faut accepter et contrer de manière positive afin que notre quotidien n'en souffre pas trop, ce négatif. Nous avons parlé de conscience et du lien qui existe avec l'esprit et le corps. En quoi les niveaux et les états de conscience peuvent-ils nous aider du point de vue de la sophrologie? La sophrologie distingue en effet des niveaux de conscience d'une part et des états de conscience d'autre part. Commençons par les niveaux de conscience. Quels sont-ils? Les niveaux de conscience sont la veille attentive, la veille ordinaire, le sommeil et le coma. La sophrologie ajoute un niveau de conscience appelé niveau sophroliminal, NSL. Il se situe entre la veille ordinaire et le sommeil. Pas complètement endormi, le patient réagit facilement. Il s'agit du niveau privilégié dans le travail du sophrologue. La communication est maintenue avec le patient, que l'on appelle le sophronisant. Dans le niveau sophroliminal, les sensations corporelles sont très perceptibles par le patient, qui est également plus ouvert aux propositions du sophrologue lors d'exercices. De plus, la récupération physique et psychique se fait plus rapidement. D'ailleurs, au sein même du niveau sophroliminal, il existe 3 couches, une couche supérieure proche de la veille, une couche inférieure proche du sommeil et une couche intermédiaire qui facilite l'intégration et donc des résultats davantage positifs au cours de la séance.
D'ailleurs, selon le moment de la technique, le sophrologue accompagne le patient vers l'un des 3 niveaux du niveau sophroliminal. Le travail ne se fait pas uniquement dans le niveau intermédiaire. Donc, pour résumer, dans la vie de tous les jours, nous avons différents niveaux de conscience habituels auxquels en sophrologie, un niveau est rajouté, ce qui donne la veille attentive, la veille ordinaire, le niveau sophroliminal, le sommeil, le coma. Quels sont maintenant les états de conscience? Les états de conscience correspondent aux différentes possibilités existentielles de l'être. Ce sont la conscience pathologique, CP, conscience des personnes souffrant de maladies mentales, la conscience ordinaire ou naturelle, CO, des personnes en bonne santé, et la conscience sophronique, CS, un état qui se caractérise par sa nature sereine, positive et porteuse de valeurs. L'être humain peut conquérir librement cet état de conscience harmonieux et l'habiter de manière transitoire ou de plus en plus durable. Ces 3 états de conscience constituent des possibilités existentielles. La CO, ou conscience ordinaire, est l'état dans lequel nous sommes le plus souvent. La CP, ou conscience pathologique, est un état au cours d'une maladie. La CS, ou conscience sophroliminale, est un état supérieur que le patient peut atteindre par la pratique sophrologique. Il s'agit d'une nouvelle qualité de présence à soi dans un champ de conscience plus vaste et plus éveillé. Pardon. Rappelons que les niveaux de conscience peuvent varier indépendamment des états de conscience. Ce sont des variations quantitatives de la vigilance. Ce sont des moments transitoires par lesquels nous passons tout au long de la journée entre veille et sommeil, mais aussi toutes ces fluctuations de vigilance et de somnolence que nous pouvons expérimenter à tout moment. Donc, entre la veille et le sommeil, on définit en sophrologie un niveau intermédiaire de conscience, la conscience sophroliminale, nous allons dire, et c'est dans ce niveau que les sophrologues essaient de pratiquer toutes les techniques sophrologiques, puisque dans ce niveau de conscience sophroliminale, la dynamisation du potentiel du patient y est facilitée. Ainsi, selon la théorie des états de conscience, c'est-à-dire selon la théorie des possibilités existentielles de l'être, il est possible de se placer dans cet état sophronique de conscience sereine grâce à la pratique régulière des techniques sophrologiques dans ce niveau spécial de conscience qu'est le niveau sophroliminal. Que propose réellement la sophrologie? La sophrologie propose des méthodes qui vont permettre de mieux relier le corps et l'esprit désignant en psychologie les processus mentaux et la faculté de penser propre à l'homme. Ces méthodes de sophrologie aident le sophronisant, donc le patient, à développer et enrichir une certaine sérénité et un certain bien-être. Elles aident le patient à développer une conscience détendue et sereine. Elle fait appel aussi à un entraînement qui peut être personnel, plus ou moins basé sur des techniques non seulement de relaxation dite dynamique, mais aussi sur des techniques d'activation du corps et de l'esprit, les deux devant être indissociables. Le corps crée l'esprit au schéma corporel de chacun. Le corps crée... Non, je me suis trompé, j'ai sauté une ligne. Le corps crée l'esprit et en retour, l'esprit doit prendre conscience du corps, son créateur,
pour approcher au mieux la réalité propre au schéma corporel de chacun. S'il est aisé d'imaginer que le corps crée l'esprit, il est difficilement imaginable de considérer qu'un esprit sans corps puisse exister. Autrement dit, puisque c'est le corps qui crée l'esprit, en activant davantage le corps, on devrait activer davantage l'esprit, et tout comme la pensée est intégrée dans l'esprit, la conscience étant une pensée particulière, elle aussi est intégrée dans l'esprit. La sophrologie vise à harmoniser les relations entre le corps et l'esprit, de telle sorte que la conscience, petite partie de l'esprit, prenne de plus en plus d'ampleur pour que les valeurs de l'existence soient davantage mises en avant. En travaillant au mieux les méthodes qui renforcent le lien entre le corps et l'esprit, on active l'esprit et en même temps une partie de la conscience. Et donc, tout en prenant conscience des valeurs que l'on cherche à mettre en avant. Notre schéma corporel s'offre alors à nous, au plus près de la réalité, afin que nous puissions corriger les problèmes qui nous collent à la peau, et ceci en toute conscience. La sophrologie permet de renforcer les valeurs positives et les attitudes au quotidien. Les méthodes permettent aux patients de développer ses propres capacités de gestion du stress et ses émotions négatives. Les capacités étant ainsi optimisées pour une meilleure efficacité dans la vie quotidienne. Nous pouvons travailler en sophrologie ce que l'on appelle la sophrologie dynamique, dont l'objectif est aussi de travailler sur la conscience. Cette méthode est rapide et se veut efficace. Elle se pratique pour soulager différentes problématiques ou pour prévenir certains troubles. La sophrologie dynamique privilégie l'entraînement, ce qui favorise l'apprentissage par l'expérience répétitive. Le travail sur la respiration reste au cœur des méthodes et en parallèle, la sophrologie dynamique consiste en une série de méthodes et d'exercices physiques et mentaux. Ils sont faciles à refaire et s'y exercer est souhaitable en dehors des séances. Ces exercices sont planifiés et exécutés de manière logique afin que leur progression soit efficace. Ainsi, régulièrement travaillés, ils assurent la détente du corps et l'apaisement de l'esprit. Corps et esprit sont alors en phase pour une meilleure qualité de vie. L'idéal dans ces approches de travail serait que le patient analyse ses propres états, explore ses manifestations mentales et recherche les mécanismes au cours desquels, dans l'inconscient, se cache la conscience. Peut-être qu'alors les phénomènes qui lui apparaissent pourraient-ils retracer le fil de l'histoire de ses propres troubles. Le patient en ferait une analyse en fonction de sa propre histoire, de ses savoirs et de son expérience personnelle. La sophrologie peut aussi prendre une valeur existentielle dont la pratique vise à dynamiser non seulement le corps, mais aussi les émotions et les relations avec autrui. Certains exercices proposent des mouvements qui permettent de se réapproprier son corps intérieur. Ces exercices libèrent le corps des tensions inutiles en mettant en avant les bienfaits de la respiration. Il en résulte une harmonisation entre le corps et l'esprit afin qu'au cours de l'existence, la réalisation de soi-même, du moi intérieur, nous apporte une certaine sérénité, même passagère. Une suite de petites sérénités valant plus qu'un trouble sans solution. Cet aspect de la sophrologie permet à la conscience de se réveiller et de prendre naissance afin que puissent se développer ses capacités propres au patient, ses qualités de créateur projetées dans son quotidien, dans son existence
pour mieux vivre sa vie. Apprendre à pleurer vaut plus que rire sans en avoir envie. Le principal, c'est que ces pleurs soient sincères et accompagnent la douleur ressentie pour mieux la faire disparaître. Se réveille alors le sourire et la vie s'inscrit alors dans une petite sérénité, marquant l'équilibre entre le bien et le mal, entre la douleur et le bien-être. Nous pouvons aller plus loin pour décrire la notion de sophrologie. La sophrologie propose d'étudier la conscience et les valeurs de l'existence. Elle considère que les deux pôles de la conscience, le corps et l'esprit, s'influencent mutuellement. Nous en avons déjà parlé. Mais en science, c'est quoi la conscience? Le Larousse en donne la définition suivante. La conscience serait une connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. Ou bien, autre définition, la conscience serait une représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose. Voilà pour la définition du dictionnaire. Le fonctionnement du cerveau repose sur des bases moléculaires et cellulaires, ce sont les composants de la pensée. Le fonctionnement du cerveau résulte de multiples niveaux d'organisation moléculaire et cellulaire. Ces niveaux sont emboîtés les uns sur les autres pour former des organisations en circuits qui vont nous donner accès à la conscience et à la vie sociale. Il y a non seulement un empilement, mais un emboîtement de ces empilements entre les deux directions de bas en haut et de haut en bas. Ces niveaux se développent de manière autonome, mais avec des relations de bas en haut et de haut en bas qui sont bien présentes tout au long de ce développement. Ce développement est phylogénétique à partir de nos ancêtres d'une part, et d'autre part, il se fait grâce au développement de milliards de connexions entre les neurones. Les neurones sont les cellules du système nerveux. Il y a toute une période de construction et de développement fonctionnel du cerveau qui se produit de l'embryon à l'adulte. Durant ces périodes de développement, l'environnement physique, social et culturel intervient dans la modélisation du cerveau lui-même, c'est-à-dire dans son développement structural et fonctionnel. Intervient aussi la dynamique de la pensée, puis les évolutions sociales et culturelles qui elles-mêmes vont s'imprégner à l'intérieur du cerveau de l'enfant et être reproduites par les adultes et transmises de génération en génération. Nous avons donc affaire à une machinerie physico-chimique d'une grande complexité qui se construit bien sûr à partir de l'information génétique, mais aussi à partir des interactions avec le monde extérieur qui va s'incorporer dans notre cerveau au cours du développement embryonnaire et fœtal, et chez l'enfant et l'adulte. Il y a donc une notion de hiérarchie dans l'organisation du cerveau dont il faut prendre conscience et souligner que l'accès à la vie sociale, comme l'accès à la conscience, va faire intervenir les niveaux les plus extérieurs, les plus récents, mais aussi va faire appel à tout ce qui a été acquis au cours de l'évolution qui a précédé. Mais alors, la conscience proprement dite, c'est quoi et comment y accéder? Il existe en chacun de nous, grâce à nos perceptions sensorielles, un accès à la conscience qui va être accompagné d'une interprétation du sens qui est perçu. Mais il n'y a pas uniquement une perception sensorielle. Il y a une dimension supérieure qui est l'accès à la signification de ce qui est perçu. Par exemple, nous voyons un rat. C'est une perception visuelle. Le message va être transmis au cerveau qui va intégrer l'information, c'est-à-dire l'analyser
afin que l'on ait accès à la signification de ce quelque chose perçu à l'origine, ici du Ra. Autrement dit, nous prenons conscience du message visuel Ra et de tout le contexte associé au Ra. Cette conscience ne vient qu'après l'analyse que le cerveau en fait. Autre exemple. Un chien court vers nous, croc sorti, menaçant. L'œil perçoit le chien. Il ne se passe rien de notre part parce que le cerveau n'a pas encore fait son analyse de la situation. Nous voyons, mais nous n'avons pas encore conscience. Le message sensoriel chien menaçant est transmis au cerveau. L'analyse se fait, cette analyse s'exprime en nous sous forme de conscience. Conscience que nous devons fuir et nous fuyons parce que le cerveau a envoyé en retour le premier message sensoriel, en retour du premier. Je répète. Nous voyons, mais nous n'avons pas encore conscience. Le message sensoriel chien menaçant est transmis au cerveau. L'analyse se fait. Cette analyse s'exprime en nous sous forme de conscience. Conscience que nous devons fuir et nous fuyons parce que le cerveau a envoyé en retour du premier message sensoriel un autre message, moteur celui-ci, qui met en mouvement nos muscles pour fuir. Autrement dit, voir, comprendre, agir prend toute sa signification parce que le cerveau nous a permis de prendre conscience de la situation afin de nous sortir de cette situation dangereuse. La conscience est le résultat d'analyse du cerveau qui nous permet d'interpréter ce que les organes des sens nous ont permis de percevoir. La conscience, de même que l'accès à la conscience, est un phénomène réel, naturel, biologique et localisé dans le cerveau. La conscience, c'est un espace de représentation, mais aussi de simulation d'action visuelle. Lorsque nous regardons une image sur un livre, nous l'interprétons et nous allons faire ensuite quelque chose de cette image. Donc nous anticipons, nous évaluons ce que nous allons faire. Nous la déchirons par exemple. Voilà ce qui peut se passer dans notre espace conscient. Dans la réalité, nous allons vraiment la déchirer. Ou pas, si la conscience nous propose d'autres alternatives. La conscience est donc un espace important où l'on peut non seulement se représenter quelque chose, mais aussi enchaîner des représentations et construire des raisonnements divers sous la forme par exemple de propositions. Cette image me plaît, je ne la déchire pas. Cet espace de simulation virtuelle qu'est la conscience fait Je répète. Cet espace de simulation virtuelle qu'est la conscience fait référence au soi individuel, aux normes sociales et à toutes ces conventions sociales internalisées. Autrement dit, dans cette conscience, dans cet espace de simulation d'action virtuelle, vont s'évaluer les buts, les objectifs, les programmes d'action, et tout ceci en référence avec les interactions avec le monde extérieur, avec les dispositions innées, avec le soi et avec l'histoire naturelle, de même qu'avec les normes morales et avec les conventions internalisées. La conscience peut ainsi être considérée comme un espace dans lequel nous allons pouvoir délibérer sur les expériences de pensée dans lesquelles le jugement de morale va s'exercer sur un mode hypothétique. Hypothétique parce que ce sont des simulations d'actions virtuelles qui vont être évaluées et qui vont donc anticiper nos actions sur le monde extérieur. Il existe des états de conscience différents, des états globaux de conscience de veille et de sommeil. Certaines substances chimiques agissent sur ces états de conscience. Par exemple, nous pouvons utiliser ces composés chimiques lorsque nous ne parvenons pas à dormir, lorsque nous nous énervons parce que le sommeil ne vient pas.
il existe des substances qui sont appelées des hypnotiques qui induisent le sommeil. Il y a donc une relation entre substances chimiques et état de veille et de sommeil. Nous nous attendons à dormir, et si nous parlons de base moléculaire de la conscience, c'est que nous avons tous en nous, dans notre tête, cette théorie chimique de la conscience, car nous savons très bien que si nous prenons ces substances chimiques, nous allons pouvoir dormir. Ainsi, et puisque nous parlons de substances chimiques, il y a des systèmes neuronaux qui contrôlent ces états de conscience grâce justement à des substances chimiques naturelles que l'on appelle les neurotransmetteurs. Si certaines de ces substances chimiques naturelles nous empêchent de dormir, les hypnotiques chimiques vont contrer leur action et nous endormir. Il y a donc bien des systèmes neuronaux qui contrôlent ces états de conscience, situés surtout dans le tronc cérébral et qui vont irradier dans l'ensemble du cerveau. L'acétylcholine fait partie de ces neurotransmetteurs qui contrôlent les états de conscience avec un autre, la norépinéphrine ou noradrénaline, une hormone proche de l'adrénaline. À noter que la noradrénaline joue plutôt le rôle de neurotransmetteur, tandis que l'adrénaline joue plutôt le rôle d'hormone. Encore une fois, il faut bien comprendre qu'il existe des mécanismes neuronaux qui contrôlent les états de veille et de sommeil, et donc qui contrôlent les états de conscience. Pardon. Mais comment se fait l'accès à la conscience? La conscience, c'est ce qu'il y a dans notre espace conscient, là, dans notre cerveau, lorsque nous sommes éveillés et qui fait, par exemple, que l'on écoute quelque chose. On comprend ce que l'on entend, ou on essaie de comprendre, ou bien encore que l'on voit quelque chose. On comprend ce que l'on voit, ou on essaie de comprendre. Quelque chose se passe là, dans notre cerveau, et qui est la conséquence d'un accès à la conscience, aussi bien auditif que visuel, par exemple. Mais on pourrait raisonner aussi sur chacun des autres organes sensoriels. Il y a eu beaucoup de théories pour essayer de modéliser l'accès à la conscience. Descartes et Socrate, par exemple. Descartes dit que l'on pense à un moment donné qu'à une seule chose à la fois. C'est-à-dire que, selon lui, on a affaire à un espace conscient qui est limité dans ses capacités et on ne peut pas penser plusieurs choses à la fois. On peut traiter en parallèle plusieurs accès sensoriels, mais on ne peut pas penser, raisonner, construire une proposition, ou alors on ne le peut que relativement à une seule unité de pensée. Alors je répète ce que Descartes a proposé parce que je suis en train de bafouiller. Là. Descartes dit que l'on pense à un moment donné qu'à une seule chose à la fois. C'est-à-dire que, selon lui, on a affaire à un espace conscient qui est limité dans ses capacités et on ne peut pas penser à plusieurs choses à la fois. C'est l'idée de Descartes. On peut traiter en parallèle plusieurs accès sensoriels, mais on ne peut penser, raisonner, construire une proposition que relativement à une seule unité de pensée. Donc, selon Descartes, notre capacité de conscience serait limitée. Autre façon d'aborder les choses, c'est Bernard Baars, B-A-A-R-S. Il a proposé qu'il y avait une organisation de notre cerveau sous forme de processeurs. Par exemple, ces processeurs, Bernard Baars a proposé qu'il y avait une organisation de notre cerveau sous forme de processeurs. Par exemple, des processeurs visuels, auditifs, mémoire, attention, etc. Ces processeurs seraient autonomes, encapsulés. Il y aurait aussi un espace global. Donc, selon Baars, il y aurait des processeurs.
D'autres théories sont fondées sur des niveaux d'organisation, sur des systèmes ascendants, sur des systèmes de feedback, c'est-à-dire de réafférence dans le cerveau lui-même. Alors, quel est notre modèle? Quel est le modèle qui puisse expliquer comment cette conscience peut s'offrir à nous? Nous verrons qu'il s'agit d'un espace de travail neuronal global conscient, GNW, Global Neuronal Workspace. Dans l'organisation du cortex cérébral, il y a des neurones qui ont des axones très longs, une vingtaine de centimètres. Ces axones relient différentes zones du cerveau, par exemple du cortex frontal jusqu'au cortex occipital. Ces connexions sont donc très longues. De même, entre nos deux hémisphères, il y a le corps calleux qui rejoint et interconnecte nos deux hémisphères. Si l'on veut voir un espace de travail global, quelque chose qui globalise l'information, où nous voyons à la fois tout ce qui est devant nous, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, les sons entendus, la mémoire de notre passé, les livres lus, les émissions écoutées, eh bien tout ceci est en commun dans notre cerveau et nous faisons cette expérience à chaque instant de notre vie. Donc, pour que l'on mette en commun des territoires très diversifiés de notre cerveau, qui correspondent aux territoires visuels, auditifs, cognitifs, etc., le modèle le plus simple auquel on peut penser, c'est que ces territoires sont interconnectés entre eux par des axones longs. C'est un modèle d'une grande simplicité, plutôt que de faire appel à des esprits ou à des ondes quelconques. Donc on a des neurones et des connexions, et l'idée, c'est donc que les cellules nerveuses qui ont de longues connexions interviennent dans cet espace de travail neuronal global, conscient. Donc, espace de travail neuronal global conscient, GNW, Global Neuronal Workspace, est donc bien conscient. Nous sommes donc dans l'hypothèse d'un espace de travail neuronal global résultant de la présence de neurones pyramidaux à axones longs qui distribuent des signaux à de multiples aires cérébrales et qui produisent l'expérience subjective d'être conscient. Nous verrons que l'expansion du cortex préfrontal et de la substance blanche a pour conséquence l'expansion de l'espace de travail neuronal conscient. En fait, au cours de l'évolution, des vertébrés jusqu'à l'homme, il y a eu un accroissement de la substance blanche dont l'une des conséquences a été d'augmenter l'espace neuronal de la conscience. Ces neurones se trouvent dans les couches 2 et 3 du cortex et tout particulièrement dans le cortex préfrontal et les cortex d'association pariéto-temporale et singulaire. Il y a donc une sorte de grand réseau à l'échelle cérébrale entre le cortex préfrontal et le cortex pariéto-temporal et le cortex singulaire. Il y a donc des faisceaux de substances blanches qui interconnectent ces divers territoires du cerveau. Ces faisceaux sont bien mis en évidence par des techniques de résonance magnétique de diffusion. L'idée générale, c'est que dans notre cerveau, il y a une connectivité horizontale qui est perpendiculaire à la connectivité venant du tronc cérébral pour aller vers le cortex cérébral au niveau duquel les divers territoires sont interconnectés pour créer un espace commun. Si nous comparons le cerveau de rat et un cerveau humain, que voyons-nous? Eh bien, un cerveau de rat, c'est essentiellement de la substance grise, même s'il y a aussi de la substance blanche. La différence entre les deux, c'est non seulement la taille, mais aussi la connectivité qui se trouve dans la substance blanche, c'est-à-dire les connexions à longue distance. La substance blanche est très abondante chez l'homme par rapport à la substance grise, alors que chez le rat, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de substances grises, il y a beaucoup plus de substances grises que de substances blanches. Rappelons que l'information, c'est-à-dire les messages nerveux sensitifs ou moteurs, circulent au niveau de la substance blanche, le long d'axones plus ou moins entourés de myéline blanche, et que cette information est analysée, traitée,
au niveau de la substance grise, c'est-à-dire au niveau des corps cellulaires, et des synapses au niveau desquels un message nerveux codé en fréquence de potentiel d'action est transformé en message nerveux codé en concentration de neurotransmetteurs. On peut se demander pourquoi il y a plus de substances blanches que de substances grises chez l'homme, alors que chez le rat c'est l'inverse. Étonnant, non? Eh bien, cela veut dire qu'il y a un accroissement très important de la connectivité à longue distance qui est caractéristique de l'homme, alors qu'elle est beaucoup moins importante chez nos ancêtres communs très éloignés, qui sont par exemple nos ancêtres communs avec des singes primitifs et même avec des singes plus évolués. Donc il y a au cours de l'évolution un accroissement important de la connectivité à longue distance, ce qui permet d'expliquer nos idées dans l'espace de travail neuronal global conscient, le GNW, dans lequel nous avons accès à la conscience. On trouve dans le cortex cérébral des neurones en forme de pyramide, les cellules pyramidales. Ces neurones possèdent un réseau dendritique très développé qui leur permet de recevoir de nombreuses informations d'autres cellules via des synapses. La complexité des arborisations dendritiques des cellules pyramidales nous donne une idée de l'interconnectivité qui nous concerne pour l'espace conscient. Nous voyons que déjà, les aires visuelles primaires qui reçoivent les influx venant des yeux, l'accès du monde extérieur passe par là, et que si nous remontons dans le cortex cérébral visuel jusqu'au cortex préfrontal, qui est un cortex d'association, en passant par le cortex pariéto-temporal, eh bien nous voyons qu'il y a un accroissement très important de la complexité de ces arborisations. Par rapport à d'autres espèces, la surface du cortex préfrontal est beaucoup plus importante chez l'homme. Ce cortex préfrontal est la partie dans laquelle se trouve la majorité des neurones ayant des axones à longue distance. Donc nous voyons qu'il y a des évidences sérieuses sur le plan anatomique pour une évolution de l'interconnectivité à longue distance qui va s'accroître de manière fulgurante de nos ancêtres les plus éloignés, aux singes primitifs, aux chimpanzés et à l'homme. L'idée générale, c'est que l'on puisse avoir deux espaces computationnels, c'est-à-dire deux espaces de traitement de l'information. Le premier étant constitué par des processeurs spécialisés qui sont modulaires, encapsulés et automatiques, par exemple visuels, moteurs, auditifs, les aires du langage, les systèmes intentionnels, etc. Avec bien sûr à chaque fois la référence au soi, et que ces espaces sont automatiques, non conscients et au-dessus de tout ça, interconnectant ces divers territoires, et bien le deuxième correspondant à un espace global, l'espace de travail neuronal global conscient, le fameux GNW, formé de neurones à axones longs, particulièrement denses dans les cortex préfrontaux et pariétaux, d'où le nom de GNW, Global Neuronal Workspace, donné à cet espace. Ces neurones sont capables de diffuser l'information à des aires très distantes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de la redistribuer, ce qui conduit à une expérience subjective synthétique et rapportable à nous-mêmes ou aux autres, une sorte de synthèse globale qui se ferait dans notre hypothèse dans cet espace de travail neuronal global conscient. L'espace de travail neuronal global conscient est un modèle hypothétique que nous venons de démontrer. Comment se ferait l'accès à la conscience selon le modèle GNW, c'est-à-dire selon le modèle du travail neuronal global conscient? Premier point, l'accès à la conscience est la disponibilité globale d'une information, ce qui la rend accessible à tous les processeurs spécialisés qui traitent l'information. C'est-à-dire par exemple les systèmes mémoire, les systèmes moteurs, les systèmes sensoriels, les systèmes d'attention, les systèmes d'évaluation, etc. Tous ces systèmes qui sont autour de l'espace global neuronal de la conscience. Cette information qui est accessible à tous les processeurs est également rapportable à nous-mêmes et aux autres. Deuxième point, l'accès à la conscience correspond à une activation soudaine de neurones à axones longs, distribués mais particulièrement denses dans les cortex préfrontaux et pariétaux.
c'est le Global Neuronal Workspace, GNW. L'accès conscient dans l'espace de travail global est dû à cette activation soudaine de décharge neuronale étendue à plusieurs niveaux, à plusieurs réseaux même. La GNW ne conçoit pas un flux de conscience continue, mais des moments cycliques d'émergence et de disparition de la conscience unifiée. Troisième point, durant la perception consciente, la GNW, donc l'espace de travail global, se stabilise et distribue l'information au reste du cortex. Quatrième point, le même processeur peut participer à des traitements conscients et non conscients. Le mode conscient se caractérisant par une amplification descendante et une synchronisation avec l'espace de travail global. Donc le GNW. Cinquième point, les neurones de l'espace de travail global sont le siège d'une activité spontanée permanente, une série temporelle d'états métastables, donc apparemment stables, mais qui en fait varie à chaque instant. Cette activité est modulée par des signaux ascendants d'éveil et des signaux sélectifs de renforcement. Sixième point, le flux permanent des états neuronaux du GNW, associé à n'importe quelle expérience perceptive, dépasse très largement ce qui peut être rapporté verbalement ou stocké en mémoire à long terme. De plus, bien que les faits majeurs de ce répertoire soient partagés par tous les membres de notre espèce, ces détails résultent d'un processus développemental d'épigénèse qui sont donc propres à chacun des individus. En bref, les contenus de la conscience perceptive sont des états neuronaux complexes, dynamiques et multidimensionnels qui ne peuvent pas être totalement mémorisés ou transmis à d'autres personnes. Donc, il existe bien des mécanismes qui contrôlent les états de veille ou de sommeil. D'autres définitions de la conscience existent. Elles peuvent être philosophiques, psychologiques et scientifiques. Elles sont diverses, mais toutes la considèrent comme existante. Au cours des séances, l'entraînement sophrologique permet de dévoiler des zones inexploitées de la conscience, ce qui permet en parallèle de découvrir les valeurs fondamentales de l'existence. Voilà pourquoi la sophrologie propose d'étudier la conscience et les valeurs de l'existence. Elle considère que les deux pôles de la conscience, le corps et l'esprit, s'influencent bien mutuellement. La connaissance de la sophrologie permet de définir 3 théories clés, 4 principes et de nombreux concepts. Premièrement, les 3 théories clés en sophrologie. La première théorie clé présente les niveaux de conscience dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire la veille attentive, la veille ordinaire, le niveau sophroliminal, le sommeil et le coma. Cette première théorie clé présente aussi les différentes possibilités existentielles de l'être dont nous avons également parlé. Ce sont les états de conscience, c'est-à-dire la conscience pathologique, CP, la conscience ordinaire ou naturelle, CO, et la conscience sophronique, CS. Les états et les niveaux de conscience constituent le cadre de travail de la sophrologie. D'un point de vue phénoménologique, les états de conscience, CP, CO, CS, représentent des variations qualitatives de la conscience, c'est-à-dire des possibilités existentielles de l'être. Ils qualifient la façon dont une personne tente à appréhender habituellement sa propre réalité et son existence. La conscience CO, donc la conscience ordinaire, donc celle des personnes en bonne santé, et CP, la conscience pathologique, donc celle des personnes souffrant de maladies mentales, sont plutôt retenues en psychiatrie, tandis que la sophrologie s'attarde sur la conscience sophronique, un état opposé à l'état de la conscience CP. Donc CP, conscience pathologique. La conscience sophronique ou sophrologique, on dit comme on veut, est un état qui se caractérise par sa nature sereine, positive et porteuse de valeurs. L'être humain peut conquérir librement cet état de conscience harmonieux et l'habiter de manière transitoire ou de plus en plus durable. Quant au niveau de conscience, ils peuvent varier indépendamment des états de conscience. La deuxième théorie clé
se définit comme une conscience intégrée, libre et claire qui permet d'étudier la conscience elle-même. La troisième théorie clé se divise le corps en 5 systèmes corporels rassemblés ensuite dans un 6e mégasystème. C'est une stratégie qui facilite la prise de conscience du corps et donc du schéma corporel. Deuxièmement, les 4 principes fondamentaux en sophrologie. C'est sur ces principes que doit s'appuyer le sophrologue lorsqu'il propose un entraînement sophrologique. N'oublions pas que pour partir à la conquête de notre conscience, il faut du temps et de la persévérance. S'entraîner un peu ne suffit pas. Le premier principe, c'est le principe du schéma corporel comme réalité vécue. Le corps, en tant que support biologique de la totalité de la personne, est toujours présent tout au long de l'entraînement sophrologique, que ce soit à travers le mouvement, la concentration ou la contemplation. La sophrologie permet de prendre conscience, étape après étape, de l'unité de son schéma corporel, c'est-à-dire de sa présence, de sa forme, des mouvements de chaque région corporelle, de ses sensations, de sa peau, de ses muscles, de ses os, etc. Séance après séance, le patient se sentira de plus en plus lui-même. Il fera l'expérience de la sensation de présent qui est la seule vérité d'existence. Nous venons du passé et nous allons vers le futur, mais en réalité, nous n'existons que dans un présent éphémère. Le patient prendra conscience de son corps bien présent, de son unité corps-esprit et de la réalité de son existence. Tout au long de ce processus sophrologique progressif qui va acquérir, tout au long de ce processus sophrologique progressif, il va acquérir le sentiment d'être là, d'exister, bien présent, le sentiment d'unité et même de cohérence intérieure, autrement dit, le sentiment d'être soi-même. Le schéma corporel est à la base de la conscience, cette faculté qui produit la pensée, mais pas seulement, car la conscience dévoilée par la sophrologie assure et consolide également l'unité entre le corps et l'esprit. Ce soi, à différents niveaux, élève le corps à la dimension de l'être, car le corps est le mien, mais il est aussi moi corporel et spirituel, un corps unifié à l'esprit. Ainsi peut-on remplacer ce schéma corporel par le schéma existentiel. Le deuxième principe, c'est le principe d'action positive. Ce principe s'énonce ainsi. Toute action positive dirigée vers un élément de la conscience se répercute positivement sur la totalité de l'être humain. Pour le patient, les choses peuvent être considérées comme négatives et non positives, mais centrées sur la personne entière. Il suffit que ces choses négatives ne soient pas investies pour que le positif se dévoile dans la conscience. Pardon. D'autre part, quelquefois et avec du recul, le négatif peut être reconsidéré, revu, pour finalement devenir positif. Le négatif étant dans ce cas un positif ignoré. En prendre conscience, c'est gagner en objectivité, revoir ses priorités pour les modeler en faveur du positif. En ce sens, le sophrologue favorise l'émergence et le renforcement de capacités, de ressources et de valeurs positives qui, toutes peut-être, existaient déjà mais n'apparaissaient pas à la conscience pour des raisons diverses propres à l'histoire du patient. La sophrologie aide à mettre au jour les paramètres cachés, de telle sorte que le patient puisse donner un sens à ce qu'il estime lui-même positif et non le sophrologue. Étape par étape, le patient réalisera son expérience et verra surgir son propre positif. Le troisième principe est celui de la réalité objective. Ce principe fonde la posture et la déontologie du sophrologue. Il doit avoir conscience de l'état de sa propre conscience et connaître les limites de ses compétences dans l'accompagnement, de façon à ne pas investir des champs pour lesquels il n'a pas formation requise, ou il n'a pas la formation requise. Il adapte son mode d'intervention, collabore et ou délègue à des spécialistes quand cela est nécessaire.
Le sophrologue doit rester neutre, sans a priori, quels que soient les autres et les événements qui ponctuent la vie du patient. Cependant, il est bien difficile d'empêcher les phénomènes de parvenir à l'esprit du sophrologue, mais que cela reste personnel, afin que le patient reste dans ses propres représentations phénoménologiques. Le sophrologue doit rester objectif et non subjectif. Pourquoi rester objectif? Le mot objectif signifie qui existe hors de l'esprit, qui est indépendant de l'esprit, ce qui s'oppose à subjectif, qui relève de la pensée, d'une conscience individuelle et qui peut varier en fonction de la personnalité. Pour schématiser, nous pourrions dire que objectif est une réalité, tandis que subjectif est une pensée qui peut être juste ou fausse. Alors, comment le sophrologue pourrait-il gagner en neutralité sans être affecté de compassion débordante pour rester objectif? Eh bien, par l'entraînement. Il va lui aussi s'exercer pour rester neutre et objectif. 3 pistes peuvent aider le sophrologue à rester neutre et objectif. D'abord, première piste, le sophrologue doit rester neutre et objectif par rapport au monde des autres et des choses. Ensuite, deuxième piste, le sophrologue doit rester neutre et objectif par rapport à lui-même en tant que personne humaine et être de désir. Enfin, troisième piste, le sophrologue doit rester neutre et objectif par rapport à lui-même en tant que praticien. Essayons de développer davantage ces pistes. Essayons de comprendre en quoi ce principe de neutralité et de réalité objective renforcera l'adaptation du sophrologue envers la réalité des autres et des choses et en quoi il renforcera sa propre réalité, non seulement en tant que sophrologue, mais aussi en tant qu'être humain. Première piste, pour que le sophrologue reste neutre et objectif, d'abord le sophrologue doit rester neutre et objectif par rapport au monde des autres et des choses. Il doit s'exercer à voir les patients comme ils sont en réalité, c'est-à-dire en toute objectivité, et non comme ils pensent qu'ils sont ou pourraient être. La maîtrise de ses émotions très personnelles va lui ouvrir un champ de conscience plus en rapport avec la réalité objective. Ainsi pourra-t-il prendre suffisamment de recul pour ne pas entrer dans une compassion et une empathie excessive qui pourrait influencer le patient, voire inverser la situation. Il est donc important que le sophrologue reste neutre et objectif face à l'aspect physique du patient d'une part et face à son état émotionnel d'autre part. Toute subjectivité est à rejeter, ce qui est loin d'être une simple formalité, car le principe même de l'existence réside dans la communication avec les autres, donc au sein d'interactions incluant à la fois la compassion et l'empathie, et donc dans l'idée que chacun se fait de l'autre. Ainsi, rester neutre et objectif représente le principe de réalité objective. Exemple. Lors d'une conversation téléphonique, une voix particulièrement douce, féminine et très aiguë demande un rendez-vous. Imaginons l'idée subjective qui s'impose au sophrologue avant la rencontre. Une jeune fille, douce, jolie et souriante. Le jour du rendez-vous, le sophrologue ouvre la porte sur une grand-mère aux traits grossiers tirés par les ans, très peu aimable. Le sophrologue a en face de lui, objectivement, la réalité d'une patiente telle qu'elle est et non telle qu'il l'avait imaginée. Nous comprenons que, dans cet exemple, le côté subjectif imaginé par le sophrologue n'a rien à voir avec le côté objectif réel. S'efforcer de rester neutre et objectif sont deux valeurs importantes qu'il est nécessaire de mettre en avant. Comment? Eh bien, en réalisant un travail sur soi-même pour ne pas se laisser gagner par d'autres émotions et ou par une imagination excessive en désaccord avec la réalité. D'ailleurs, nous pouvons imaginer que le côté très peu aimable de la patiente soit dû à une maladresse du sophrologue qui aurait influencé l'attitude de sa patiente, une personne qui, dans d'autres circonstances, pourrait être tout à fait charmante. Là encore, la réalité objective peut échapper au sophrologue, d'où l'intérêt de rester neutre et bien sûr objectif. Nous pouvons d'ailleurs transférer ce principe du point de vue du patient qui lui aussi, séance après séance, va conquérir à chaque fois un peu plus de neutralité et d'objectivité par rapport aux autres et aux objets,
qu'il perçoit davantage comme ils sont en réalité. Il apprendra à mieux maîtriser ses émotions afin que son champ de conscience lui offre le sentiment de pouvoir prendre du recul. Il lui est important de s'exercer à garder de la distance face à un événement qui, jadis, l'aurait particulièrement affecté. Deuxième piste pour que le sophrologue reste neutre et objectif. Donc le sophrologue doit rester neutre et objectif par rapport à lui-même en tant que personne humaine et être de désir. Le sophrologue doit rester neutre et objectif par rapport à lui-même. En effet, le sophrologue est lui aussi une personne, un humain, entraînant avec lui toutes les émotions qui peuvent le trahir et ou l'affecter. La neutralité et l'objectivité lui permettra de voir moins les choses telles qu'il les imaginera et comme il voudrait qu'elles soient, ou comme il voudrait qu'elles soient. Il sera plus près de la réalité en identifiant au mieux ses désirs personnels et en agissant sur eux, en comprenant leurs motivations profondément inscrites en lui. Prenons un exemple. Le sophrologue ouvre la porte sur une femme en larmes. Cette situation l'affecte et peut-être serait-il tenté de la prendre par l'épaule et de lui dire de ne plus pleurer. Deux choses qu'il ne faut pas faire. Aucun contact physique et ne pas lui dire d'arrêter de pleurer. Pourquoi ? Nous voyons, et c'est humain, que la compassion pousse le sophrologue à agir ainsi. Or, un contact physique peut prêter à confusion pour des raisons que l'on sait, d'une part. D'autre part, si la personne est en souffrance et exprime cet état émotionnel, on ne lui ordonne pas de se taire, mais on l'accompagne face à sa souffrance grâce à un protocole qui peut durer plusieurs séances. En effet, la patience vient voir le sophrologue pour combattre un mal qui jusque-là n'est pas encore dévoilé. Donc il ne doit pas se précipiter sans réfléchir à la moindre émotion qui l'affecte. Il doit faire preuve de retenue et prendre du recul, prendre connaissance du problème lors de l'échange verbal. Troisième piste pour que le sophrologue reste neutre et objectif par rapport à lui-même en tant que praticien. Cette objectivité, cette réalité dont il va se munir, va lui permettre d'agir sur la façon de faire la rencontre du patient en face à face. Le sophrologue et le patient, le sophronisant, vont tous deux se situer à leur place respective, à leur juste place et à distance affective. Le sophrologue, qui doit se connaître et parfaitement se placer en tant que sophrologue, fera preuve de plus de lucidité par rapport à lui-même d'une part, et d'autre part apprendra à ne pas mélanger son propre vécu avec celui du patient. Si la situation le dépasse, il sentira bien que son objectivité ne sera plus crédible et que donc ce sera le moment de passer la main à un autre professionnel compétent relativement face à cette problématique soulevée par le patient. Prenons un exemple. Lors d'une première rencontre, un patient assis ne parvient pas à soutenir le regard du sophrologue. Soudain, tout en avouant avoir un lourd passé judiciaire, il se met à genoux et demande une confession. Le sophrologue, étonné, fera preuve de neutralité et proposera au patient de se lever tranquillement afin qu'ensemble ils puissent s'accorder sur une solution, celle de consulter par exemple un prêtre qui sera plus apte à écouter sa confession. Il est évident que dans ce cas, le sophrologue n'a pas la compétence requise. Ainsi, ce principe de neutralité et de réalité objective renforcera son adaptation entre la réalité des autres et des choses, de même qu'il renforcera sa propre réalité, non seulement en tant que sophrologue, mais aussi en tant qu'être humain. Revenons au principe, le quatrième principe de l'adaptabilité. On pourrait également l'appeler principe de flexibilité. La sophrologie, pas plus dans son aspect théorique que dans sa pratique, ne doit pas faire preuve de rigidité dans l'accompagnement des personnes. C'est le sophrologue qui doit s'adapter à la réalité de la personne qui pratique ou non c'est le sophrologue qui doit s'adapter à la réalité de la personne qui pratique et non le contraire. Pour élaborer les protocoles, il prend en compte la situation personnelle et les besoins réels des personnes. De la même façon,
Quand il s'agit de la pratique en groupe, il est conseillé d'aménager le suivi en adaptant la progression à la situation du groupe. Une note. Concernant le principe d'adaptabilité, plusieurs points sont à noter. Premier point. Le sophrologue doit s'adapter à la diversité des patients qui sont amenés à consulter et s'adapter à leur choix. Le patient lui-même a le choix d'accepter ou non, de s'adapter ou non à la technique que lui proposera le sophrologue. Ce choix pourra dépendre de son état du moment, un choix que le sophrologue respectera. Prenons un exemple. Au cours d'un exercice en position debout, le sophrologue demande de s'asseoir. Le patient refuse. Le sophrologue s'y attendait et accepte sans aucun problème son choix. Le patient souffre en effet d'un sérieux mal de dos et doit limiter les mouvements en position assise. Sans doute ce souci a-t-il été évoqué lors d'un dialogue et, de ce fait, le sophrologue en a tenu compte dans son terpnos logos, c'est-à-dire dans son discours lors de la séance. Deuxième point. Le sophrologue doit être capable de modifier constamment sa technique pour l'adapter aux patients selon leur choix. Ces modifications dépendent du temps dont on dispose et dépendent également du lieu où la séance se déroule. Prenons un exemple. Le sophrologue demande d'ouvrir les yeux pour montrer comment exécuter l'exercice suivant. Le patient refuse, tourne le dos au praticien et lui impose de se placer devant lui sans lui montrer le mouvement. Le sophrologue s'exécute sans aucune hésitation. Puis à nouveau, le patient tourne le dos et redemande au praticien de se placer devant lui pour, cette fois-ci, lui montrer le mouvement. Le patient éclate de rire. Malgré tout, le sophrologue obéit encore et éclate d'un faux rire lui aussi. La séance se poursuit normalement. Le patient était un adolescent capricieux qui se jouait des personnes ayant une autorité sur lui, et c'était là son problème de départ. Le praticien est donc entré dans son jeu, sachant que l'adolescent souhaitait corriger ses caprices. Une attitude du sophrologue convenue avec le patient lors de l'entretien. Lors d'une séance suivante, même scénario, initié par le patient, mais cette fois-ci le sophrologue ne s'est pas exécuté et a éclaté d'un faux rire joyeux. Surpris et déstabilisé, le patient qui, quelques secondes plus tard, a lui aussi éclaté de rire, n'a plus jamais recommencé ses caprices lors de séances. Il avait pris conscience de ce que ce comportement dérisoire était ridicule et ne le mettait pas en valeur. Troisième point, le patient peut aussi adapter chez lui les techniques qui lui sont appropriées et proposées. En effet, lors des séances, certaines techniques sont longues. Malgré tout, à force de séances, le patient, s'il a intégré et compris les techniques, peut, chez lui, créer des raccourcis entre la séance et sa vie propre, affective, sociale et professionnelle. L'avantage sera qu'il saura s'adapter ou adapter sa pratique en fonction de sa motivation et du temps qu'il se donne pour reproduire les schémas de séance. Exemple. Une maman, tous les mercredis, doit attendre son fils pour qu'il termine son cours de karaté. Assise sur un banc, elle s'ennuie un peu et trouve le temps long. Soudain, elle se remémore la séance de sophrologie, en prend conscience tel un éclair dans sa vie, et décide qu'au lieu d'attendre chaque mercredi, elle prendra un temps pour elle et reproduirait la séance près du stade qui jouxte la salle de karaté. Et puis, nouvel éclair dans ses yeux, lors du trajet, en bus, au retour de son travail, elle décide de revivre la séance, mais cette fois-ci en pensée, s'autorisant même le droit, malgré l'affluence, de pratiquer plusieurs fois discrètement la respiration abdominale. Cette prise de conscience a modifié sa façon de voir les choses, enfin du temps pour elle, rien que pour elle. Notons que, pour revenir au troisième principe, celui de la réalité objective et de la neutralité, celui-ci est étroitement lié à une approche phénoménologique de la conscience. En effet, suite et pendant les exercices de sophrologie, des phénomènes vont apparaître à notre conscience. Mais c'est quoi un phénomène? Un phénomène est défini comme un objet perçu par la conscience, ou bien comme un objet imaginé par la conscience, ou bien encore comme un objet conçu par la conscience.
Ces objets, ces phénomènes peuvent exister ou non en dehors de la conscience. Mais dans la conscience, ce qui apparaît n'est pas être, mais un phénomène. Insistons sur cette phrase. Dans la conscience, l'apparaître n'est pas être, mais phénomène. Être, E, accent circonflexe, TRE. Cette phrase ressemble au cogito de Descartes, je pense, donc je suis. Ici, dans la conscience, l'apparaître n'est pas être, mais phénomène. Quelques précisions sur le cogito de Descartes. Descartes découvre que le sujet pensant est le seul être dont on ne peut mettre l'existence en doute, car douter est déjà penser, donc exister. La totalité de la connaissance sera reconstruite sur cette base fondatrice indubitable, le cogito, je pense, donc je suis. Autrement dit, selon Descartes, la pensée est en soi une preuve d'existence, d'où le cogito, je pense, donc je suis. En phénoménologie, nous pourrions oser dire l'apparaître, c'est-à-dire l'objet, est en soi non pas un être, mais un phénomène. Je répète, en phénoménologie, nous pourrions oser dire l'apparaître, donc l'objet, est en soi non pas un être, mais un phénomène. D'où le nouveau cogito, l'objet apparaît à la conscience, donc c'est un phénomène. Par exemple, je ferme les yeux et j'imagine une fleur, c'est-à-dire l'objet fleur. Ma conscience imagine une fleur. La fleur n'existe pas, elle n'est pas, mais elle est imaginée, elle est un phénomène. Autrement dit, dans la conscience, l'apparaître, c'est-à-dire la fleur, n'est pas un être, mais un phénomène. Prenons 3 autres exemples très personnels pour mieux comprendre la phénoménologie et nous fermerons les yeux à chaque fois. Exemple numéro 1. J'entends brusquement un avion à réaction. Nous pourrions nous poser la question, quels phénomènes nous apparaissent? Le bruit à lui tout seul est perçu par l'oreille. Il est réel. Tout le reste n'est qu'imagination qui provient de notre connaissance de l'avion. Autrement dit, nous prenons conscience du fait qu'un avion traverse le ciel, même si pourtant nous ne l'avons pas vu. D'un son perçu par notre organe des sens, l'oreille, nous voyons un avion qui en réalité n'existe pas en nous, mais qui nous apparaît dans l'imagination, nous dirons plutôt qui nous apparaît dans la conscience. Le bruit entendu est réel. L'avion perçu par la conscience est un objet perçu. Il n'existe pas, là, maintenant. C'est un phénomène. À noter que dans ce cas, ce phénomène avion perçu existe bien en dehors de la conscience puisqu'un avion existe. Cet avion perçu, ce phénomène, peut prendre de multiples aspects plus ou moins réels en fonction des techniques relatives à l'avion et en fonction de notre propre connaissance du monde des avions. Il se peut très bien aussi que ce bruit n'ait rien à voir avec un avion. Dans ce cas, la conscience nous fait apparaître un objet, un phénomène, perçu comme être un avion, mais qui en réalité n'en est pas un. La conscience alors n'est pas en adéquation avec la réalité, en dehors de notre conscience. Dans notre premier exemple, le phénomène avion est défini comme un objet perçu par la conscience, suite au bruit perçu par un organe des sens. Cet objet existe en dehors de la conscience. Exemple numéro 2. Tout est calme. Brusquement, j'imagine qu'un lion me saute dessus. Nous pourrions nous poser la question, quels phénomènes nous apparaissent? Le lion est imaginé par notre conscience. Il n'est pas réel. Il n'est qu'imagination qui provient de notre connaissance du lion. Autrement dit, nous prenons conscience du fait qu'un lion nous saute dessus, même si pourtant nous ne l'avons pas vu. D'une vision imaginée par notre conscience, nous imaginons un lion qui en réalité n'existe pas en nous, mais qui nous apparaît dans l'imagination. Nous dirons plutôt qu'il nous apparaît dans la conscience. Le lion imaginé est irréel. Le lion est imaginé par la conscience. C'est un objet imaginé. Il n'existe pas là, maintenant. C'est un phénomène.
À noter que dans ce cas, ce phénomène lion imaginé existe bien en dehors de la conscience, puisqu'un lion existe. Ce lion imaginé, ce phénomène, peut prendre de multiples aspects plus ou moins réels en fonction des connaissances relatives au lion et en fonction de notre propre connaissance du monde des lions. Le phénomène lion est défini comme un objet imaginé par la conscience. Cet objet lion existe en dehors de la conscience. Exemple numéro 3. Nous concevons un ovni XXL pour voyager à la vitesse de la lumière. Nous pourrions nous poser la question: quels phénomènes nous apparaissent? L'ovni XXL est conçu par l'imagination, par la conscience imaginative. Il n'est pas réel, il n'est qu'imagination qui provient de notre cerveau. Autrement dit, nous concevons un ovni XXL qui voyagerait très vite, même si pourtant nous n'avons jamais rien vu de ce type auparavant. Une idée conçue par notre cerveau, nous concevons un ovni XXL qui en réalité n'existe pas en nous, mais qui nous apparaît dans l'imagination, nous dirons plutôt qui nous apparaît dans la conscience. L'ovni XXL conçu est irréel, l'ovni XXL conçu par la conscience est un objet conçu qui n'existe pas, là, maintenant, c'est un phénomène. À noter que dans ce cas de phénomène, ovni XXL conçu n'existe pas en dehors de la conscience, puisqu'un ovni XXL n'existe pas. Cet ovni XXL conçu, ce phénomène, peut prendre de multiples aspects plus ou moins réels en fonction des techniques relatives aux ovnis et en fonction de notre propre connaissance du monde des ovnis. Dans notre troisième exemple, le phénomène l'ovni XXL est défini comme un objet conçu par la conscience suite à l'imagination guidée par le cerveau. Cet objet n'existe pas en dehors de la conscience. Ainsi, développé au début du XXe siècle par Edmund Husserl, dans sa volonté de faire de la philosophie une discipline scientifique, l'approche phénoménologique préconise un retour aux choses elles-mêmes, en ce sens d'étudier les actes de conscience, de l'intentionnalité, en mettant de côté ou entre parenthèses les hypothèses, jugements ou a priori sur l'intentionnalité humaine ou le monde phénoménal. La phénoménologie tire donc son nom de sa démarche même, qui est d'appréhender la réalité telle qu'elle est et non telle que nous la croyons. Je vais répéter ce paragraphe qui me semble être une bonne conclusion. Ainsi, développé au début du XXe siècle par Edmund Husserl, dans sa volonté de faire de la philosophie une discipline scientifique, l'approche phénoménologique préconise un retour aux choses elles-mêmes, en ce sens d'étudier des actes de conscience, de l'intentionnalité, en mettant de côté ou entre parenthèses les hypothèses, jugements ou a priori sur l'intentionnalité humaine ou le monde phénoménal. La phénoménologie tire donc son nom sur sa démarche même, sur la démarche même, de sa démarche même, qui est d'appréhender la réalité telle qu'elle est et non telle que nous la croyons. Voici en quelques mots comment nous pouvons fusionner la sophrologie et voyons en quelques mots, voilà en quelques mots comment nous pouvions fusionner en sophrologie et en neurosciences le concept de conscience et incorporer dans notre vie de tous les jours donc des phénomènes qui existent mais qui nous échappent très fortement, mais que notre conscience quelquefois essaie de nous faire comprendre. Je vous remercie d'avoir été si patient.